Chers amis, un nouveau sommet sur le climat se déroule ces jours-ci, cette fois en Égypte, dans un contexte rarifié par la guerre en Ukraine et dans un pays qui compte des dizaines de milliers de prisonniers politiques selon les organisations de défense des droits humains, sans liberté d'expression et de manifestation, et où Alaa Abdel Fattah, défenseur des droits humains, en grève de faim depuis plus de 200 jours, pourrait mourir à tout moment. De l'inquiétude et de la revendication, nous sommes passés à l'indignation de vastes mouvements tels que Friday for Future ou Extinction Rebellion, étendus aujourd'hui à des milliers de jeunes scientifiques et aussi de moins jeunes, avec le mouvement Scientist Rebellion face à l'absence de volonté politique d'affronter ce qui s'annonce déjà comme la plus grande catastrophe mondiale connue de l'humanité. En effet, l'augmentation de la température moyenne de 1,5 degré fixée par l'accord de Paris est sur le point d'être dépassée. Et le dernier rapport des Nations Unies prévoit une augmentation de 3 degrés. Selon la NASA, le niveau des mers a déjà augmenté de 10 cm depuis 1993 et d'ici à la fin du siècle, il aura augmenté de près d'un mètre. Bon, les vagues de chaleur, les incendies, les sécheresses, les ouragans, les inondations que nous connaissons déjà ne sont qu'un avant-goût de ce que nous connaîtrons si nous ne réagissons pas maintenant. Les gouvernements continuent à autoriser la spéculation sur les marchés à terme pour faire grimper les prix du gaz, du pétrole et de l'électricité, alors que la production et l'offre de gaz et de pétrole sur les marchés mondiaux restent similaires. En fait, l'Agence internationale de l'énergie reconnaît elle-même que la Russie continue à produire et à vendre presque la même quantité de gaz et de pétrole dans le monde, alors que les prix de l'électricité s'envolent avec cette curieuse loi du marché dite marginaliste qui nous oblige à payer toute l'électricité au prix de l'option la plus chère. D'autre part, loin d'accélérer la décarbonisation des économies avec l'éolien et le solaire, on bénit l'énergie nucléaire et les grands barrages hydroélectriques comme prétendument verts. Et on relance le charbon et le fracking. Et tout cela avec les grandes entreprises énergétiques qui quadruplent leurs énormes bénéfices, accompagnés par les grandes banques et les investisseurs institutionnels, alors que les gens subissent l'une des pires crises du siècle dernier. Dans ce contexte, en tant que rapporteur pour les droits humains à l'eau potable et à l'assainissement, je ressens le besoin, comme je l'ai fait d'ailleurs au sommet de Glasgow, non seulement de soutenir l'appel à des accords contraignants et efficaces pour réduire les émissions comme base des stratégies d'atténuation, mais aussi d'exiger une attention aux stratégies d'adaptation face aux impacts inévitables qui se produisent en fait et se produiront en raison des émissions déjà réalisées. L'adoption d'une approche du changement climatique fondée sur les droits humains exige de placer les stratégies d'adaptation au premier plan, en accordant une attention particulière aux populations les plus appauvries et les plus vulnérables. Des stratégies qui doivent être régies par des plans de transition hydrologique dans la mesure que 90% des catastrophes climatiques sont liées à l'eau. De la même manière que l'on suppose, on accepte que les politiques d'atténuation doivent soit présidées par la transition énergétique, étant que le CO2 est la principale clé du changement climatique, la transition hydrologique devrait être considérée comme l'axe des stratégies d'adaptation, renforçant la résilience environnementale et sociale pour protéger ceux qui vivent dans des conditions de plus grande vulnérabilité et pauvreté face aux sécheresses, aux inondations et à l'élévation des niveaux des mers. Malheureusement, derrière ces stratégies d'adaptation visant à protéger les plus pauvres, les plus appauvris, il n'y a pas
des grands bénéfices pour les grandes entreprises ne sont pas incités à mettre ces défis à l'ordre du jour. De nombreux pays, néanmoins, demandent déjà la création d'un fonds pour compenser les énormes coûts des catastrophes qu'ils ont subies déjà. Mais on entend peu, on n'entend rien, à peine parler de la promotion des stratégies d'adaptation pour les prévenir. Et on en parle moins encore de la conception de plans pour les territoires qui pourraient devenir inhabitables court terme et où il sera impossible d'élaborer, de développer des plans d'adaptation même viables. À cet égard, il est urgent de négocier le concept de réfugiés climatiques et de concevoir des plans de réinstallation pour ces populations, avec leur participation bien sûr, en garantissant leurs droits humains, et avec un financement international adéquat. L'absence d'engagement concret sur ce front entraînera des catastrophes humanitaires et des processus de migration massifs qui déclencheront l'instabilité sociale et politique dans le monde entier. Je suis de plus en plus sceptique quant à la volonté effective des gouvernements et encore plus quant aux puissants intérêts financiers qui s'enrichissent avec la crise. Mais j'ai bon espoir face à la rébellion indignée des jeunes et des scientifiques auxquels j'apporte mon soutien enthousiaste dans leurs protestations que, je l'espère, s'élargiront et se renforceront. Merci bien.